Bonsoir. Ce cours va porter, comme je le disais, aux notions de dérivée d'une fonction à une seule variable. Alors, pour commencer, nous allons donner d'abord la définition. Alors, la définition de quoi? De ce qu'on appelle une fonction est dérivable en un point. Alors, on dit que f est dérivable en x0 appartenant au domaine de définition de la fonction f si et seulement si donc on va évaluer la limite du taux de variation au point x0. Le taux de variation, c'est quoi? On va évaluer la limite quand x tend vers x0 du taux de variation. Alors le taux de variation, on l'a, c'est f de x. D'accord? Moins f de x0 sur x moins x0. Voici ce qu'on appelle la limite du taux de variation donc au point x0. Alors elle doit exister. Existe. D'accord? Donc, si elle existe, on dira que la fonction est dérivable au point x0. Donc voici la définition de la dérivabilité en un point. Des questions? Autre remarque qu'on peut faire sur cette définition-là, c'est au niveau du x0. Donc là, vous avez bien x0 et là aussi, vous avez x0. Que ce soit la dérivabilité à gauche ou la dérivabilité à droite, le taux de variation ne varie pas. C'est la même. C'est f de x moins f de x0 sur x moins x0. Maintenant, on va dire que la fonction est dérivable à gauche si la limite du taux de variation à gauche existe et finie. D'accord? On dira que la fonction f est dérivable à droite si la limite du taux de variation qu'on a devant nous existe et est finie. Donc, voici tout ce qu'on peut dire sur la dérivabilité en un point. Alors, on va faire un exemple.
l'exemple qu'on va faire ici, nous allons retirer du travaux dirigé, numéro 4. Alors, nous allons prendre une fonction f de x. Une fonction que j'ai l'habitude de vous donner. Donc, c'est de x à la puissance alpha, sinus de 1 sur x. Donc, dans les vidéos qui précèdent celle-là, donc, tout le monde connaît comment on traite la limite de ces fonctions-là. Alors, aujourd'hui, on ne va pas traiter la limite. On ne va pas voir la continuité. Mais on va voir la continuité, la dérivabilité de ces fonctions qui sont composées d'un produit polynomial et d'une fonction trigonométrique. Par exemple, prenons ici le x au carré, sinus de 1 sur x. Donc, ce sont des fonctions que j'ai traitées donc, dans mes vidéos sur la continuité. Donc, veuillez voir comment on manipule ces fonctions-là. Alors là, on prendra x différent. Ensuite, on va prendre ici 0, n'est-ce pas? Si x égale à 0. Si x égale à 0. Comment on appelle ces fonctions-là? Comment on appelle ces fonctions-là? Comment on appelle ces fonctions-là? Donc, on les appelle des fonctions définies par raccordement. D'accord? Ce sont des fonctions qui sont définies par raccordement. Donc, dérivabilité en x0 égale à 0. Donc, on va essayer de voir la dérivabilité au point x0 égale à 0. D'accord? Alors, pour cela, donc, on va appliquer la définition qu'on a ici. Comme on a dit, x0 égale à 0. Donc, dans la pratique, donc, on fait la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite. Donc, quand on fait la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite, ensuite, il faut comparer les nombres dérivés. Si elles sont égales, la fonction est dérivable en x0. Si elles sont différentes, la fonction n'est pas dérivable en x0. Voilà, allons-y maintenant. On va commencer par quelle partie? Pour l'étude de la dérivabilité en x0. On va commencer par quelle partie? Donc, pour l'étude de la dérivabilité au point x0, donc on va commencer d'abord par déterminer le domaine de définition de la fonction f, d'f. Alors qu'on a ici. Ensuite, il faut vérifier que x0 appartient au domaine de définition. Si x0 appartient au domaine de définition maintenant, on va faire la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite au point x0. Voilà, donc commençons ici par le domaine de définition.
Voilà, donc on fait d'abord le domaine le domaine. Des problèmes de connectivité tout à l'heure. Domaine de définition. Quand on regarde la fonction, donc on va subdiviser la fonction en combien de parties? Quand on regarde la fonction, on va subdiviser la fonction en combien de parties? La fonction sera subdivisée en deux parties puisqu'on dispose de deux conditions. Donc, la première fonction, ce sera notée f1. Donc, posons f1 de x égale ici à la première partie de la fonction, donc c'est x au carré sinus de 1 sur x. Alors, il ne faut pas oublier la condition c'est si x est différent de 0. Ensuite, il faudra dire quand est-ce que f1 existe. Donc, on voit ici que f1 existe. F1 existe si et seulement si on ouvre les crochets. Donc quand on regarde bien la fonction ici, on voit que la fonction f1 en tant que telle donc, est constituée d'une fonction polynomiale, donc x au carré. Et on sait que comme x au carré est une fonction polynomiale, donc son domaine de définition c'est R. Ensuite, il y a la fonction sinus. Donc la fonction sinus, lui, on sait que son domaine de définition aussi c'est R parce que c'est une fonction trigonométrique. Maintenant, le seul problème, c'est qu'à l'intérieur de la fonction sinus, il y a le 1 sur x. Et quand est-ce que le 1 sur x existe? Parce qu'ici, on voit qu'on a une fraction. Donc l'existence de 1 sur x, c'est à quelle condition ici? Donc l'existence de 1 sur x, c'est à condition ici que le dénominateur soit différent de 0. Le dénominateur c'est x. Ensuite, donc là c'est différent de 0. La condition, ensuite on va l'ajouter, c'est x est différent de 0. Ensuite on va faire l'intersection entre ces deux conditions. Donc quand on fait l'intersection entre ces deux conditions, on va remarquer que tout ça, on peut la simplifier en x différent de 0. Donc, le domaine de définition de la fonction f1 donc d de f1 égale à quoi? Donc le domaine de définition de la fonction f1 c'est l'ensemble des x, donc là c'est f1, tel que x est différent de 0. Donc ça nous fait ici x privé de 0, donc ça fait R. Mais il faut enlever la valeur où le x est nul. D'accord, donc ça fait R différent de 0. Ensuite, il va nous rester la fonction f2. Donc posons toujours. Cette fois-ci f2. Donc vous allez prendre la deuxième partie de la fonction. f2 de x c'est égal à 0.
si la condition, il ne faut pas oublier la condition, c'est si x est égal à 0 dans la deuxième partie. Donc ici, il n'y a rien à faire, on voit que d de f2 c'est le singleton 0. Parce que la fonction f2 c'est 0, on sait que 0 est défini dans R. Donc la seule condition qui va rester, c'est le singleton x égale à 0. Donc un singleton est un ensemble qui contient un seul élément. D'accord? Donc ça c'est d de f2. Donc pour avoir le domaine de définition de la fonction f, qu'est-ce qu'on va faire? Donc par suite, d de f, il faut faire d de f1 union d de f2. d de f1 union d de f2. D'accord, donc ça va nous donner R privé de 0 union 0, donc ça va nous donner R tout entier. D'accord? Ensuite, on va faire la dérivabilité à gauche, parce que là, on voit que x0 égale à 0, mais 0 appartient bien au domaine de définition de la fonction. Le domaine de définition de la fonction f, c'est R. On voit que 0 est bien dans R. D'accord? La dérivabilité à gauche, on va faire la dérivabilité à gauche. La dérivabilité à gauche. Alors pour la dérivabilité à gauche, on va étudier la limite du taux de variation à gauche. Le taux de variation, donc, ce sera égal ici à la limite quand x tend vers, donc à gauche, c'est égal à 0 moins. Donc quand x tend vers 0 moins, alors, le taux de variation, c'est un nombre qui est unique. Soit à gauche ou à droite, c'est toujours la même chose. Donc ici, on aura f de x moins f de 0. Donc f de 0 sur x moins 0. D'accord? C'est un nombre qui est tout le temps unique. D'accord? Donc voici le taux de variation. Maintenant, comment trouver la fonction f de x et comment trouver f de 0? Donc c'est ça la véritable question. Alors pour trouver ici le f de x, on regarde le f de x qui est là. Alors on fait tout simple, on regarde là où on est en train de calculer la limite. Je vois ici, on est en train de calculer la limite quand x tend vers 0, vers 0 moins. D'accord? On sait que 0 moins, ce sont les nombres qui viennent juste avant le 0. Et les nombres qui viennent juste avant le 0, d'accord, elles ne sont pas égales à 0, donc elles sont différentes de 0. Donc comme les nombres qui viennent avant 0 sont différentes de 0, donc entre la fonction f1 et la fonction f2, donc qu'est-ce qu'on va prendre comme f de x? Donc entre la fonction f1 et la fonction f2, qu'est-ce qu'on va prendre comme f de x? Alors entre la fonction f1 et la fonction f2, donc comme x tend vers 0 moins, on voit que 0 moins c'est venant avant 0, donc on est différent de 0. Donc on va prendre la première partie de la fonction parce que x est différent de 0. Dans ce cas-là, la fonction c'est x au carré sinus de 1 sur x. D'accord? On va prendre la fonction x au carré sinus de 1 sur x. Donc ça va nous faire
La connexion n'est pas des meilleures. Ok, donc la connexion n'est pas des meilleures aujourd'hui. Donc ça fait limite. Ouais. Quand x tend vers 0 moins, on va remplacer chacun par sa valeur. Alors, ce sera ici x au carré sinus de 1 sur x, de 1 sur x, voilà, moins f de 0. Alors f de 0, on voit que, donc d'après la fonction qu'on a définie ici, alors f de 0, ça correspond à x égale à x égale à 0, d'accord? Voilà, donc f de 0, on voit qu'elle est là. Si x égale à 0, f de x égale à 0, donc f de 0 c'est 0. Donc on va le remplacer par 0. Donc moins 0 sur x moins 0. D'accord? Maintenant, ensuite, il faut simplifier. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers 0 moins. Donc quand on simplifie par x, donc ça va nous rester x sinus de 1 sur x. D'accord? Donc quand vous regardez mes travaux dirigés ou mes vidéos sur la continuité, donc cette limite là, pour la trouver, ça ne marche pas. Non, cette limite là, pour la trouver, donc on procède par encadrement, et quand on procède par encadrement, on trouve 0, d'accord, en utilisant le théorème des gendarmes. Donc ce qui fait que ici on dira que la fonction f est dérivable à gauche, d'accord. Donc f, parce que le nombre qu'on a trouvé c'est 0, et on voit que 0 est un nombre qui est fini, d'accord. Donc f est dérivable à gauche. Est dérivable à gauche. Donc le nombre dérivé, donc on va noter ici par f', indicé de gauche, d'accord, de 0, d'accord, est égal, donc la limite qu'on a trouvée ici qui est égale à 0, d'accord. Donc on a bien la dérivabilité à gauche, donc il va nous rester à étudier maintenant la dérivabilité à droite, d'accord. Donc la dérivabilité à droite. Étudions la dérivabilité à droite. Donc, on va faire une dérivabilité à droite.
dérivabilité à droite. Alors pour la dérivabilité à droite, on va aussi prendre le taux de variation, mais cette fois-ci, on va calculer la limite à droite. Donc la limite quand x tend vers 0, 0 plus. Ce sera toujours la limite quand x tend vers 0 plus. Du taux de variation. Le taux de variation, on sait toujours que c'est f de x moins f de x0. x0 c'est 0, donc ça fait f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc ensuite maintenant il faut remplacer chacun par sa valeur, et pour trouver la valeur de f de x, on regarde là où la limite elle tend. On voit que la limite tend vers 0 plus, et 0 plus on sait que ce sont les nombres qui viennent juste après les 0. Et les nombres qui viennent juste après les 0, donc elles ne sont pas égales à 0, elles sont différentes à 0. Donc on prendra toujours f de x égale à x au carré sinus de 1 sur x, donc soit donc f1 toujours. D'accord. Donc si on mettra la limite quand x tend vers 0 moins, non 0 plus, moins, donc c'est toujours, alors ça c'est x au carré sinus de 1 sur x moins le f de 0. Toujours on sait que si x est égal à 0, donc f de 0 est égal à 0 parce que la fonction est définie par raccordement. Donc si x est égal à 0, f de x a une valeur, elle vaut 0 sur x, encore moins 0 ici. Voilà, donc ici même chose, donc on peut toujours simplifier donc par x. Donc quand on simplifie par x, ça nous fait la limite quand x tend vers donc quand x tend vers 0 plus, d'accord, donc il va nous rester seulement le x sinus de 1 sur x. D'accord, en regardant mon cours sur la continuité, là aussi vous avez une méthode pour déterminer cette limite là. On va procéder par encadrement et la valeur finale vous donnera 0. D'accord, on voit ici que la fonction f aussi est dérivable à droite. Donc pourquoi elle est dérivable à droite? Parce que ce qu'on a trouvé c'est 0 et 0 est un nombre qui est fini. D'accord. Zéro est fini. F est dérivable. F est dérivable finalement à droite. Est dérivable à droite. Et le nombre dérivé à droite qu'on note par f' droite est égal à 0 ici. F' droite. Ici on voit que c'est égal à 0. On va toujours prendre le nombre qu'on a trouvé comme limite. D'accord. Le nombre qu'on a trouvé comme limite,
Nous l'avons ici. C'est égal à 0. C'est égal à 0 ici. Donc, on voit ici que la fonction f est dérivable à gauche, la fonction f est dérivable à droite. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure dans ce cas? Est-ce qu'elle est dérivable à x0? Et pourquoi? Ensuite, est-ce que la fonction f est dérivable en 0? Voilà, donc comme on voit ici que le nombre dérivé à gauche est égal au nombre dérivé à droite, dans ce cas-là, on dit que la fonction f est dérivable en x0. F est dérivable en x0 égale à 0 est dérivable en x0 égale à 0 car le nombre dérivé à gauche, donc on note ici par f' droite, f' gauche, indice de gauche de 0, on voit qu'elle est identique au nombre dérivé à droite, donc f' droite en 0. D'accord? Comme ces deux nombres-là sont identiques, donc la fonction est dérivable au point x0 égale à 0. Maintenant, si elles étaient différentes, dans ce cas-là, on dit que la fonction elle n'est pas dérivable au point x0. D'accord? Voilà, donc voici ce qu'on peut dire. Bon, ici dans ce groupe-là, je pense qu'il ne c'est pas la peine de donner des exercices d'application. Donc on passe directement aux classes de classe CN, puisque les gens ne font pas ici des exercices d'application. Voilà, donc on passe aux fonctions de classe CN. C'est pas nécessaire trop. Fonction de classe CN. Fonction de classe. Fonction de classe CN. Voici ce qu'on appelle, aujourd'hui on va faire, donc après avoir terminé le nombre dérivé, donc on va, pour le cours d'aujourd'hui, on va terminer sur les fonctions de classe Cn. Donc qu'est-ce qu'on appelle une fonction de classe Cn? D'accord? Fonction de classe Cn. Donc, fonction de classe Cn. Alors je pense que le groupe là, je vais m'en débarrasser au second semestre. Donc je vais demander comment on change le groupe, puisque dans ce groupe là, les gens n'aiment pas le travail. Donc définition ici. On va d'abord essayer de voir qu'est-ce qu'on appelle fonction de classe Cn. Alors, une fonction de classe Cn, c'est une fonction, donc on dit que f est de classe que j'ai écrit deux fois, est de classe
f est de classe Cn, alors si est seulement si est seulement si, alors la fonction f doit être n fois dérivable, oui. F doit être n fois dérivable. F. Abdul Aziz Dabakh Sall, vous ne méritez pas d'être dans ce groupe. Vous dépassez la rigueur de ce groupe. Donc, vous ne méritez pas d'être ici. Donc, vous aurez vu beaucoup mieux au groupe 3 ou bien au groupe 1. Ce groupe-là, vous ne le méritez pas parce que ceux qui sont derrière vous ne travaillent pas, en fait. Donc F, bon courage à toi et vous irez loin quand même. Parce que ce que vous faites vraiment des choses très claires et très extraordinaires. D'accord? Vous ne méritez pas qu'on vous mette dans ce groupe. Donc f est continu, voilà. Donc f est n fois dérivable. F n fois dérivable. N fois dérivable. Vous aurez vraiment vu, confronté au Eliane, au Ngom, à un certain Ngom du groupe 1, Eliane du groupe 1, au Sefetou Anne, au comment on l'appelle, au Oba. Vous aurez aimé quand même que tu sois dans ce groupe. Vraiment, au Djong, au Marjong, il est très pertinent. J'aurais aimé quand même que tu sois dans ce groupe. Malheureusement, tu es dans le groupe le plus nul de MAI. Le plus nul. D'accord? Je dis souvent, je ne dis pas souvent qu'un groupe est nul, mais votre groupe quand même, c'est 0. D'accord? Donc, enseigner dans ce groupe-là quand même, je ne le mérite pas, en fait. D'accord? F est n fois, F doit être n fois dérivable. Ensuite, donc, la dérivée énième, ça veut dire que vous avez f1 vous avez f' qui existe, f seconde qui existe, f troisième qui existe, ensuite f quatrième existe, f cinquième existe, jusqu'à donc f énième. Donc tous ces dérivés-là existent. Maintenant, la dérivée énième, donc le f énième, doit être une fonction qui est continue. Le f énième va être continu. Donc le f énième doit être continu. Donc, ce qui fait que la question que je m'avais posée, c'est qu'est-ce qu'on appelle une fonction de classe C2? Qu'est-ce qu'on appelle une fonction de classe C2? Une fonction de classe C2, donc on remplace le n par 2. Donc, on voit ici, on dira que f est de classe C2, si et seulement si. Donc, la fonction f est 2 fois dérivable et que la dérivée seconde est continue. D'accord? Alors, ça peut être sur un point ou bien ça peut être sur un intervalle. D'accord? Donc, est de classe Cn sur un intervalle. Voilà. Donc, quand on dit montrer que la fonction est de classe C1, alors ça signifie que la fonction doit être une fois dérivable. Donc, et que la dérivée première, donc ça doit être continue. Si on dit est-ce que la fonction est de classe C3, ça signifie qu'on doit montrer que la fonction f' existe, la fonction f seconde existe et la fonction f troisième existe. Ensuite, on doit prendre le f troisième et on étudie sa continuité. Donc, elle doit être continue.
continue, la f troisième. Alors, si ces deux conditions-là sont vérifiées, on dira que la fonction est de classe C3, ainsi de suite. D'accord? Alors, donc je vais faire un exemple ici. Donc, exemple. Alors, dans cet exemple-là, je prends la fonction f de x. F de x égale donc c'est x au carré ln de x. Alors si x est différent de 0. Ensuite, donc 0. Donc les fonctions qui sont définies par raccordement sont très célèbres. Donc dans les études de dérivabilité. D'accord? Si x est égal à 0, alors ici, montrons que la question c'est montrant que f appartient à C1 et de classe C1 de I. Alors I c'est quoi? C'est R. Donc C1 de R. D'accord? Alors on doit montrer que la fonction f1 est comment? On va montrer que la fonction f1 est comment? Donc, on doit montrer ici que la fonction f1 est de classe C1. Alors, être de classe C1 veut dire que la fonction f qu'on a ici donc, doit appartenir à C1. Donc, ça veut dire que la fonction doit être une fois dérivable. Donc, quand on a la dérivabilité une fois, ensuite, la dérivée première, donc ça veut dire la première dérivée qu'on calcule, donc cette dérivée-là doit être continue. Sur quel intervalle? Sur R. Parce qu'on a dit est de classe C1 sur R. Ici. D'accord? Voilà. Donc on va d'abord commencer ici à déterminer la fonction, le domaine de définition de la fonction f. Le domaine de f. Le domaine donc ça c'est le domaine de définition. Alors le domaine de définition ici, donc la fonction est définie par raccordement. Donc ça, donc je vous laisse faire ça en exercice d'application. Vous vous rendrez compte ici que le domaine de définition de la fonction f c'est bien égal à R. Donc on fera encore les mêmes principes que la fonction x au carré sinus d'un x. D'accord?
Donc, on va diviser cette fonction-là en deux parties, f1. Alors, f1 sera égal à x au carré ln de 1 sur x, si x est différent de 0. Alors là, vous vous rendrez compte que le domaine de définition de f1, ce sera r privé de 0. D'accord? Ensuite, la deuxième condition, c'est d de f2, vous verrez que c'est le singleton 0. Et quand vous faites l'union, donc vous trouverez que d de f égale à r. Donc, c'est pas la peine d'entrer dans les détails ici. Donc, d de f on trouvera ici que c'est égal à r. Voilà. Ensuite, maintenant, il faut regarder la fonction f. Puisqu'on m'a dit que la fonction f doit être de classe C1 dans I, dans R. Donc, je dois voir, donc, étudier la dérivabilité. Je dois étudier la dérivabilité. Mais quand je regarde, la fonction f a un certain point qui est particulier. Et ce point particulier-là, c'est 0. On a la condition x différent de 0, x égale à 0. Donc le point particulier, c'est 0. Donc je vais d'abord étudier la dérivabilité en 0. Ensuite, quand je termine, je vais étudier la dérivabilité en des points qui ne sont pas égaux à 0. D'accord? Voilà. Étudions la dérivabilité. Et de classe C1, donc la fonction doit être une fois dérivable. Donc une fois dérivable, donc on va essayer maintenant de voir la dérivabilité sur R. Est-ce que la fonction est dérivable sur R? Donc la dérivabilité sur R, on se rend compte que la fonction est définie par raccordement et qu'on a un point particulier. Et ce point particulier là, c'est 0. Donc on va étudier la dérivabilité en 0 d'abord. Donc la dérivabilité en x0 égale à 0. D'accord? Voilà, donc pour la dérivabilité en x0 égale à 0, donc on va faire la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite. D'accord? Pour la dérivabilité à gauche, si on part directement, on va étudier la limite quand x tend vers 0, 0 moins. Parce que 0 est un point particulier. Donc c'est là où les conditions sont posées. 0 moins, alors de f de x moins f de x 0. De f de x moins f de x 0, donc ça fait f de 0. Sur x moins 0. Maintenant, il faut que je cherche la fonction f de x. Je vais remplacer par f de x. Donc, il faut que je regarde d'abord là où la limite converge tend. Donc, la limite tend ici vers, nous allons calculer la limite quand x tend vers 0, 0 moins. Et 0 moins, je vois que ce sont les nombres qui viennent juste avant le 0. Donc, comme c'est un nombre qui vient juste avant le 0, donc, on est différent de 0. Et lorsqu'on est différent de 0, donc on va prendre la première fonction, f1, donc x au carré ln de x. Donc, le f de x, on va remplacer par x au carré ln de x. Donc, ça, c'est la limite quand x tend vers 0 moins. Donc, de x au carré ln de x moins 0 sur x moins 0.
ici on voit que quand on simplifie par x, donc on va se retrouver. Donc ceci devait nous donner ça, c'est égal. Donc à la limite, quand on simplifie, quand x tend vers quand x tend vers 0 moins, alors quand on simplifie, il va nous rester xln de x. Et on sait que cette limite là, c'est une limite usuelle et sa valeur donne 0. Pourquoi? Parce que la fonction polynomiale qui est x domine sur la fonction logarithmique. D'accord? Voilà. Donc ce qui fait que la fonction f est dérivable à gauche. D'accord? Ensuite, on va étudier la dérivabilité à droite, à gauche. Donc ça c'est f', ça c'est égal à f', gauche de 0. D'accord. Ensuite, pour la dérivabilité à droite, donc on va évaluer la limite du taux de variation une nouvelle fois. Donc la limite quand x tend vers, la limite ici quand x tend vers 0 plus de alors f de x moins f de x0, donc f de 0 sur x moins x0, donc x0 c'est 0. Donc ici encore, on va essayer de trouver la valeur de f de x. Alors, pour trouver la valeur de f de x, donc on doit ici se référer sur la limite là où elle tend. Donc on voit ici que la limite converge vers 0 plus. Donc si x converge vers 0 plus, on voit que 0 plus ce sont les nombres qui viennent juste après le 0. Et quand on vient juste après le 0, on est différent au 0. Et donc ça va être le x au carré ln de x toujours qu'on va prendre puisque c'est là où le x est différent de 0. C'est égal à toujours à la limite quand x tend vers 0 plus de, toujours ici c'est x au carré ln de x. Alors f de 0, on sait que c'est égal à 0 parce que si x est égal à 0, donc la fonction f de x a une valeur. Donc c'est bien égal à 0. Sur x moins 0. D'accord? Alors on voit ici que quand on simplifie aussi, donc on se retrouve toujours avec, ça c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x. Et c'est une limite usuelle puisque c'est les règles de comparaison, le polynôme domine sur la fonction ln. Donc cette limite là, donc elle va vers 0. Donc on voit ici aussi que comme le 0 est fini, donc on dira ici que la fonction f est dérivable à droite. D'accord? Donc le nombre dérivé à droite qu'on va noter ici par f' droite de 0 ici. Donc on voit que c'est égal à 0. D'accord? Voilà. Voici tout ce qu'on peut dire sur la dérivabilité
au point x0 égale à 0. Donc en conclusion, donc f est dérivable d'accord, f est dérivable en x0 égale à 0. Pourquoi? Parce que le nombre dérivé à gauche, vous devez mettre k, le nombre dérivé à gauche qu'on va noter ici par f prime gauche de 0 ici, est aussi égal à f prime droite de 0. D'accord, f prime indice de droite de 0. Voilà, donc voici l'étude de la dérivabilité en 0. Maintenant, on va voir la dérivabilité si x est différent de 0. D'accord. Donc là-bas, c'était la dérivabilité en 0. Maintenant, on va faire la dérivabilité si x est différent de 0. Parce qu'on a demandé d'étudier la dérivabilité sur R. D'accord. Donc la fonction doit être une fois dérivable. On sait qu'elle est une fois dérivable au point x0 égale à 0. Maintenant, comme on a dit de montrer que la fonction est une fois dérivable sur R, donc quand on traite x égale à 0 qui est un point particulier, maintenant il faut voir quand x est différent de 0. Ok. D'accord. Donc dérivabilité. Donc cette fois-ci en x différent de 0. D'accord. Alors pour la dérivabilité en x différent de 0, donc on va regarder la fonction qu'on avait au départ. Alors la fonction qu'on avait au départ, si on va seulement prendre la fonction qu'on avait au départ, où la valeur de la fonction c'était égal à f de x. Dans ce cas-là, on avait f de x égale, si x est différent de 0, on avait f de x égale à x au carré ln de x. Donc c'est cette fonction-là qu'on va étudier sa dérivabilité en des points x différents de 0. Alors on voit ici que quand on se réfère à une notion de terminal, donc pour étudier la dérivabilité de cette fonction-là, donc elle est tout à fait simple. Alors la dérivabilité de cette fonction-là lorsque x est différent de 0, alors on voit que cette fonction-là est dérivable. Pourquoi? Parce que, pourquoi cette fonction est dérivable? Alors cette fonction-là, elle est dérivable. Donc quand on regarde nos cahiers de terminal, d'accord, parce que c'est le produit de deux fonctions dérivables. Alors la première fonction, c'est la fonction x au carré, qui est une fonction polynomiale, qui est toujours dérivable sur son domaine de définition. L'autre, c'est une fonction logarithmique, ln de x. Elle est aussi dérivable sur son domaine de définition. D'accord? On voit ici que dans mon exercice, je pense qu'il faut mettre une valeur absolue. D'accord? Il faut mettre une valeur absolue ici. Dans l'énoncé, il faut mettre une valeur absolue ici, x au carré, ln de valeur absolue de x. Parce que si le x n'est pas positif, ça pose un peu problème sur le domaine de définition. Dans ce cas-là, ce ne sera pas égal à R, à mon avis.
ce sera égal à 0 plus l'infini. D'accord? Donc ça, il faut rectifier ça. Alors quand on continue ici, donc on voit ici que cette fonction-là est une fonction qui est bien dérivable. Et dérivable car produit de deux fonctions dérivables. Ok, car produit de deux fonctions dérivables. Alors, qui est la fonction logarithmique et la fonction polynomiale. D'accord? Voilà. Donc, on voit ici vraiment que la fonction f est dérivable alors sur R. Parce qu'elle est dérivable en 0. Ensuite, elle est dérivable en x différent de 0. Alors, pour la dérivabilité en 0, on utilise le taux de variation. Maintenant, pour la dérivabilité en des points qui sont différents de 0, à des points qui sont différents du point particulier, on utilise les propriétés généraux. Les propriétés généraux, c'est quoi? C'est la somme de deux fonctions dérivables. Le produit de deux fonctions dérivables. Le quotient de deux fonctions dérivables aussi est dérivable. Ensuite, la fonction polynomiale aussi est dérivable. La fonction logarithmique est dérivable. La fonction exponentielle est dérivable. Ensuite, les fonctions trigonométriques aussi sont dérivables. D'accord? Voilà. Donc, voici ce qu'on appelle les théorèmes généraux. Donc, elles nous permettent de faire les études de dérivabilité sur des intervalles. D'accord? Donc, on dira ici finalement ici il y a une petite erreur. Donc la fonction est deux fois dérivable. Oui, car produit de fonction dérivable. Ici f est dérivable, donc il va rester à calculer le f' qu'on a oublié. D'accord? Et f' de x égale donc pour x différent de 0, comme la fonction est dérivable, donc on peut profiter de l'occasion pour calculer le f' de x dans le cas où x est différent de 0. Donc f' de x égale à combien ici? Est égal à x au carré non, c'est pas ça. Donc c'est i fois v, je pense à 2x, si je ne me trompe pas. La valeur de la dérivée. C'est égal à 2x ici. ln de valeur absolue de x. Nous mettons valeur absolue de x plus x. Très bien. Voilà, donc on va profiter de l'occasion pour calculer les f'. Donc avant de conclure que f est dérivable en x0, f est dérivable sur R. Donc par suite, f est une fois dérivable
sur R. Sur R, parce qu'on a regardé les x, la dérivabilité quand x égale à 0, où il faut utiliser le taux de variation, obligatoirement le taux de variation. C'est pas parce que f de x égale à 0 si x égale à 0 qu'on va pouvoir dire que la fonction f est dérivable en 0, non. D'accord? Donc dans ce cas-là, il faut utiliser impérativement le taux de variation. Voilà. Donc ensuite, pour les points où x est différent de 0, donc on regarde la fonction encore. Si x est différent de 0, on voit que la fonction, c'est la fonction x au carré ln de x qui est dérivable. Pourquoi? Parce que c'est le produit de deux fonctions dérivables. Et en conclusion, on a la dérivabilité pour dx différent de 0, et pour x égale à 0 aussi, on a la dérivabilité. Donc, ici, on a la fonction f est une fois dérivable sur R. Ensuite, on va étudier la continuité de f'. Très bien. D'accord? Donc, par suite, f est une fois dérivable sur R. Et on va profiter de l'occasion pour calculer les f' de x de façon générale. Donc, le f' de x égale, donc si x est différent de 0, donc on trouve 2x ln de valeur absolue de x plus x. Très bien. Alors dans ce cas-là, c'est le cas où le x est différent de 0. D'accord? Alors si x est égal à 0, on va prendre quelle valeur? On va dériver la fonction f2, ou bien on va prendre la valeur du nombre dérivé. Donc la valeur du nombre dérivé en 0, ou bien il faut prendre le f de x. Si x égale à 0, f de x égale à 0, on se prend ce 0 là et dérivé. Lequel des deux il faut prendre? Donc, ici, il faut prendre la valeur du nombre dérivé. Donc la valeur du nombre dérivé en 0, on le voit ici. Voilà, on l'a ici. F est dérivable. Voilà, on l'a ici. F' gauche de 0 égale à 0. F' droite de 0. Après les calculs, on a trouvé 0. Ça, c'est comme f' gauche égale à f' droite. Donc, ça, c'est aussi égal à f' de 0. D'accord? C'est égal à f' de 0, c'est égal à 0. D'accord? Donc, on va prendre la valeur du f' de 0. On a égal à 0. Donc, on ne prend jamais si f' de 0 est égal à 1, on va prendre 1. Si f' de 0 est égal à 5, on va prendre 5. Donc, c'est pas parce que là-bas on a 0 qu'il faut prendre le 0 là. Non. D'accord? C'est la valeur du f' de 0. Malgré que si la définition de la fonction f de x, donc on a un 0. Si on calcule le f' de 0, on trouve 4. Donc, on mettra ici 4. Donc, comme ici on a trouvé 0, donc on met ici 0. Ensuite, voilà, très bien, Aziz, comme il a dit, donc on va étudier la continuité de la fonction f' de x pour terminer.